Donc voici Antonio Mena pour son premier livre traduit en France aux éditions Liana Lévy par Nathalie Boer, L'étrange histoire de l'ours brun abattu dans les quartiers espagnols de Naples. Nous allons voir une lecture par Juliette Mouchana et puis je voudrais aussi présenter l'interprète Antonella Vignoli. Vous savez que c'est un petit marathon là ce matin, hein, donc on va se succéder assez rapidement. Quelques mots sur ce livre. Là, c'est une escapade dans Naples. C'est un livre pétaradant, pétillant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Non, donc vous allez découvrir. C'est plus une comédie qu'un polar. C'est plein de fureur. On découvre Naples dans toute sa splendeur, ses labyrinthes, sa folie. Et c'est certainement un hymne à cette ville, mais Antonio Mena va nous le dire. Je vous propose tout de suite d'entendre deux extraits qui vont vous donner un petit sentiment déjà sur le roman d'Antonio Mena. Je chemine doucement, bien décidée à savourer cette ruelle qui se dilate de bon matin comme un poumon. Je parcours 100 mètres au milieu de la chaussée, satisfaisant mon envie d'air. Cependant, je dois bientôt m'arrêter. La tache noire se fait consistante. Ce n'est pas du sable, on dirait une silhouette. Allongée par terre, elle occupe toute la ruelle. À Naples, on appelle cette position 4 de bâton. On dort en 4 de bâton quand on est crevé. On dit aussi en carpette. Ma myopie s'est peut-être aggravée, mais j'ai l'impression de distinguer devant moi une sorte de King Kong en carpette dans la Via Speranzella. Je m'approche, incrédule. Serait-ce un jeu d'ombre ou un gros chien noir qui se vautre? Tu parles d'un chien. 200 mètres nous séparent désormais. Il est trop gros, trop long et même trop noir, trop poilu. Je me fige sur place. Bordel, c'est un ours! Un ours dans les quartiers espagnols de Naples. Un ours allongé par terre, le ventre en l'air, comme s'il prenait un bain de soleil. Je retiens mon souffle. Je ne veux pas le réveiller. Une nuit, j'ai vu un documentaire sur un de ces animaux qui, poussés par la faim, avaient quitté la forêt et arpenté le centre d'une ville du nord de l'Europe. Les passants savaient comment se conduire, ils étaient initiés. Ne pas bouger, ne pas courir, ne pas gesticuler, ne pas paniquer, ne pas baisser les yeux, regarder droit devant soi. Je m'y emploie. Je respecte toutes les règles. Je ne bouge pas, lui non plus. Je fixe sa tête. Il a les yeux au ciel. On dirait qu'ils sont ouverts. Toute cette fourrure et cette tronche, il a l'air fumasse. Je fais un pas, uniquement pour éviter de rester planté là comme un crétin. Pas de réaction. Un instant, je pense qu'il a adopté la même tactique que moi. Un de ses congénères lui a sans doute conseillé d'observer silence et immobilité en cas de rencontre avec un homme. Le danger passerait. Paralysés par une peur mutuelle, nous nous abstenons de remuer. Comment se sortir de là? J'ébauche un autre pas. Toujours pas de réaction. Je regarde la poitrine de l'ours. Elle ne se soulève pas. Et s'il était factice? S'il s'agissait d'une mise en scène? Si on l'avait posé là en attendant que le tournage commence? Et moi, je chie dans mon froc pour rien? C'est peut-être un spot publicitaire, une de ces conneries à la mode aujourd'hui. Dans ce cas, je devrais voir surgir un cinéaste, un acteur, un assistant, une saleté de machiniste, un magasinier. Et ces ruelles de merde, bruyantes, bordéliques, bourrées de gens qui mangent assis sur des chaises en paille, sont à présent désertes devant moi. Si ça se trouve, je me suis pas réveillée ce matin. Je suis juste en train de rêver. Comme dans les BD, je me donne 2 petites gifles pour m'en assurer. Je ferme les yeux, me flanque une tarte, rouvre les yeux.
je suis ici et l'ours est encore là. J'essaie de le mesurer du regard. Allongé, pattes tendues, il doit faire près de 2 mètres, malgré ses cuisses courtes, son tronc long et plat. Et s'il était mort, évanoui? Je me rapproche. Quelques mètres seulement me séparent de lui. Ses yeux rouges sang fixent le ciel. Il n'y a aucune trace de tension sur son visage. Il est affaissé comme si on lui avait ôté les mâchoires. Il a les joues pendantes, les épaules flasques. Je le contemple, incrédule. Il y a un ours devant moi, en carpette au milieu de la Via Speranzella, dans les quartiers espagnols de Naples. Il est 5h moins le quart ce 21 juin, et nous sommes en tête-à-tête. Je vais lire un autre extrait. Je me suis dit, non, non, pas question. Je me suis dit, maintenant, tu t'occupes de tes oignons et tu te coules dans ta vie de tâcheron. Je me suis dit, stop, sois sage. Je me suis dit, contente-toi de tes cours privés, des articles pour le journal, du site des fleuristes, du soleil sur la terrasse, du manque croissant d'argent, d'un avenir inconnu, de cette solitude pleine d'espoir qu'on ne mesure pas, et de ta mère. Je me suis dit non, non. Je me le suis dit toute la nuit, cette fois aussi blanche qu'un visage effrayé, les yeux collés au plafond. Je me suis dit non, non, tu ne retourneras pas au cirque, tu ne retourneras pas aux zoos, tu ne te mêleras pas de ce qui ne te regarde pas. Parler de l'ours, c'est terminé. Penser à l'ours, c'est terminé. L'affaire est classée, reste chez toi. Je me suis dit non en descendant l'escalier à 5h moins le quart du matin, en me lançant dans une marche frénétique, comme si un rendez-vous m'attendait à chaque coin de rue. Je me le suis dit sans jamais m'arrêter. Je me suis dit non dans la paix suisse de ce village que forment les quartiers, où chaque ruelle possède son peuple, où tout le monde se connaît au moins de vue. Je me le suis dit au coin de la Via Speranzella, au carrefour où j'ai découvert l'ours devant la pâtisserie encore fermée. Et je continue à me dire non. Maintenant, immobile à 50 mètres du basso, où vit la fille aux jeans et aux yeux bleus, en espérant que je la verrai sortir et peut-être même que je croiserai son regard, que je réussirai à lui adresser un sourire et que j'accueillerai le sien, non comme une gifle, mais comme la caresse d'une épouse au moment de s'endormir. Je me suis dit non, non, je me le répète en secouant la tête, je ne veux pas d'ennui, je veux la tranquillité. Alors, 2 courts extraits pour vous donner un petit peu la saveur de ce texte qui est très pétillant, pétaradant, qui met de bonne humeur d'ailleurs, je trouve. Donc le narrateur, Tony a 35 ans, il est célibataire, il est journaliste très précaire, il fait des piges, il n'est pas vraiment beaucoup payé pour cela. Il a aussi d'autres boulots parce qu'il faut faire bouillir la marmite, comme l'on dit. Il donne des cours à un jeune adolescent qui a l'air assez niais. Il s'occupe d'un site web aussi. Et il a des insomnies. Et un matin, il se réveille très tôt et il tombe sur un ours étalé dans une ruelle des quartiers espagnols de Naples. Alors je sais qu'Antonio Mena est journaliste. J'aimerais savoir s'il a mis beaucoup de lui, de son travail, de son expérience de journaliste dans ce personnage très attachant de Tony. Allora, buongiorno. Intanto buongiorno, vorrei scusarmi per il fatto di non essere in grado di parlarvi in francese. Ho avuto poco tempo per prepararmi perché non mi aspettavo né la traduzione del libro in francese, che per me è la prima volta, né di avere opportunità come queste di parlare a tanta gente come ho fatto in questi giorni. Diciamo che io ho scritto questo libro in prima persona
Alors, tout d'abord, bonjour, et je m'excuse de ne pas pouvoir parler en français. J'ai eu peu de temps pour me préparer à cette rencontre parce que je ne pensais pas que mon livre aurait été traduit en français. Donc, c'est la première fois pour moi que je rencontre autant de gens en quelques jours. Et donc, oui, j'écris ce livre à la première personne, en je. Il protagonista si chiama Tony, che è un diminutivo di Antonio. Fa il giornalista come me, vive nei quartieri spagnoli come me, però quindi ho costruito, diciamo, un libro che sembra un'autobiografia, ma non lo è. En fait, le personnage s'appelle Tony, qui est le diminutif d'Antonio. Il est journaliste comme moi, il vit dans les quartiers espagnols comme moi, et j'ai construit une histoire qui est un peu une autobiographie, mais en effet, elle ne l'est pas. Non lo è perché poi Tony in realtà in Italia lo definiremo un po' sfigato, cioè è un giornalista, diciamo, un po' precario, ma insomma non solo precario dal punto di vista professionale, ma un po' incerto anche dal punto di vista esistenziale. En fait, Tony est un malchanceux, c'est un journaliste précaire, mais il n'est pas précaire uniquement dans sa vie professionnelle, il est précaire un peu aussi dans sa vie, dans son existence. Ed è questo forse un dato che appartiene un po' alla nostra generazione, almeno in Italia, non so se in Francia, cioè che questa precarietà professionale, precarietà del lavoro diventa un po' anche una precarietà dell'esistenza. Quindi proietta questa incertezza un po' anche sulla crescita della persona, sui sentimenti, sulle relazioni, sulle scelte di vita, sull'identità. En fait, c'est un peu la marque, disons, de notre génération. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas, en Italie, cette précarité, elle est professionnelle, mais elle est aussi existentielle, et ça donne une grande incertitude, et on la retrouve, elle empêche en fait un peu à la personne de grandir, et donc on la retrouve dans ses choix, dans ses sentiments. E quindi Tony, che di cognome fa Perduto, che credo in francese si possa dire perdu, no? Quindi lui è un po' smarrito, un po' perso nella sua vita e anche in questo luogo, che sono i quartieri spagnoli di Napoli, che non è un luogo qualunque per la città di Napoli, che diventa protagonista un po' del libro, non è solo un luogo dove si svolge la storia, ma diventa quasi uno dei protagonisti della storia. Et le nom du personnage, Perduto, qu'on peut traduire en perdu, en fait, c'est le nom d'un personnage qui est un peu égaré, perdu dans sa vie et dans ses lieux, les quartiers de Naples, qui finalement deviennent un peu ce n'est pas seulement un lieu, mais deviennent l'acteur, le personnage du livre. E questo è un po' il destino a cui uno scrittore napoletano fa fatica a sottrarsi, cioè io ogni volta che scrivo un libro mi dico non deve essere ambientato a Napoli, e poi finisco con l'ambientarlo a Napoli, e poi mi dico va bene, lo ambiento a Napoli perché conosco i luoghi, però Napoli sta sullo sfondo, e invece poi Napoli diventa protagonista, e si è un po' come risucchiati da questa maledizione. Et en fait, c'est un peu le destin de tout écrivain napolitain. À chaque fois, je me dis, non, je vais pas faire dérouler mon livre à Naples, et puis finalement, tout se passe à Naples, et puis je me dis, ben, Naples doit rester un peu en arrière-plan, et puis Naples devient l'acteur principal. C'est une sorte de malédiction pour les écrivains napolitains. E la mia intenzione adesso è di ambientare il prossimo libro nella giungla, che ci proverò, ma non so però dove mi porterà poi il libro, e potrebbe uscire fuori qualcosa di molto interessante o anche di terribile. Et mon intention maintenant, c'est de faire, d'avoir comme lieu de mon prochain livre la jungle. Alors, je ne sais pas où tout ça va m'amener, ça peut être quelque chose de magnifique ou bien de terrible. Peut-être pourriez-vous nous parler un peu plus de ces quartiers espagnols, parce que tout le monde ne connaît pas en quoi le quartier espagnol est très différent du reste de Naples.
Io vivo nei quartieri spagnoli, urbanisticamente è un arroccamento che nasce come il luogo della città dove si erano sistemate, diciamo, le milizie del re, quindi sono a ridosso della parte storica più importante di Napoli. Je vis dans les quartiers de Naples et les quartiers de Naples sont une sorte de superposition, disons, d'une agglomération où vivaient les armées du roi. Donc c'est à côté du centre de la ville de Naples. Sì, sono un luogo molto centrale ma molto popolare, è una sorta di periferia dentro il cuore della città. Donc en fait c'est un plein centre et en même temps c'est un quartier extrêmement populaire, une sorte de périphérie qui si trouverait au centre de la ville. E io definisco i quartieri spagnoli di Napoli come una repubblica popolare e autonoma che viene ospitata nel territorio della Repubblica Italiana. Et je définis ces quartiers une république populaire autonome qui était hébergée dans la République italienne. E la Repubblica Popolare Autonoma dei quartieri spagnoli ha una sua carta costituzionale non scritta, ha un suo codice penale non scritto e un suo codice civile non scritto che solo in alcuni casi coincidono con la Costituzione e con i codici della Repubblica Italiana. Et les quartiers espagnols, donc ont leur constitution, ils ont une constitution autonome qui n'est pas écrite, ils ont un code pénal qui n'est pas écrit, un code civil qui n'est pas écrit, et que seulement parfois coïncide avec la constitution de la République italienne et avec le code pénal et civil de la République italienne. Non sono non sono quartieri pericolosi. L'unico pericolo che io vivo è quello di poter essere investito da uno scooter o da un'auto, no? Però la difficoltà è quella di riuscire a capire le leggi dei quartieri dal momento che non sono scritte, ma bisogna osservarle e coglierle nei comportamenti. Ce n'est pas un quartier dangereux, en fait. Le seul risque que je cours, c'est celui d'être renversé par un scooter ou par une voiture. Mais le risque, par contre, la difficulté réside dans la compréhension des lois, parce que, étant donné qu'elles ne sont pas écrites, il faut tout observer. La cosa che mi fa più tenerezza è per esempio un uomo della polizia italiana nei quartieri spagnoli di Napoli, che si aggira un po' smarrito e che viene osservato con rispetto dalla Repubblica Popolare Autonoma dei quartieri spagnoli, ma con la tenerezza che si deve, come dire, al soldato di un'armata nemica che ha perso la guerra e si aggira un po' smarrito in questi luoghi non più suoi. Et ce qui me suscite beaucoup de tendresse, par exemple, c'est de voir un policier qui déambule dans les quartiers et avec un air totalement égaré. En fait, il est observé par la République populaire autonome comme quelqu'un avec un grand respect. Mais en même temps, il paraît un soldat d'une armée totalement vaincue. Detta così fa sorridere, lo capisco, però a volte è anche un po' faticoso, soprattutto per chi, vivendo nei quartieri, si ostina a sentirsi cittadino della Repubblica Italiana. Alors, quand on écoute ce genre de choses, évidemment, on peut sourire. Mais finalement, c'est très fatigant, surtout pour quelqu'un qui se considère comme un citoyen de la République italienne. E Tony Perduto, il protagonista del libro, è uno ostinatamente legato ad un'idea di legalità, di ordine, di organizzazione più classica e in qualche modo si ribella all'idea del quartiere di trattenerlo nelle sue regole e nella sua autonomia.
Et Tony Perdu, c'est quelqu'un qui croit avec beaucoup d'obstination à une idée de l'égalité, d'ordre, d'organisation de la République italienne. Et donc, il se révolte contre ces règles imposées par la République autonome. E questa sua contraddizione però gli consente di affrontare un mistero così strano come quello del ritrovamento di un orso nei quartieri, andando a cercare la verità vera, che non è la verità che invece i quartieri adottano come vera subito per tranquillizzarsi. Mais ce sera grâce à cette contradiction de Tony Perduto qu'il pourra essayer de dévoiler le mystère de l'ours et d'aller chercher la vérité, la vraie, pas celle imposée par les quartiers espagnols. Alors, Tony, qui est à la recherche du scoop, parce qu'il faut bien qu'il propose un scoop à son rédacteur en chef, se heurte à la vindicte de ce rédacteur en chef, se heurte également au silence des habitants du quartier espagnol. Et dans votre roman, il y a toute une kyrielle de personnages qui sont tous très attachants, très drôles, mais qui refusent de parler. Parce que derrière, bien sûr, il y a peut-être l'ombre de la mafia, le spectre de la mafia. J'aimerais savoir comment vous avez combiné tous ces personnages dans votre roman. Io ho la fortuna di vivere nei quartieri spagnoli, per cui io dico spesso che invece di scrivere io descrivo, perché posso affacciarmi alla finestra e guardarmi intorno, prendere qualche appunto e poi organizzare gli appunti, il romanzo è lì. En fait, j'ai la chance de vivre dans ces quartiers, donc je dis souvent que je n'écris pas, je décris, il me suffit de regarder par la fenêtre et d'organiser mes pensées. Ovviamente quando è uscito il libro ho puntato molto sullo scarso livello di alfabetizzazione dei miei vicini, nella speranza quindi che non leggessero il libro e che non mi contestassero le descrizioni che ovviamente ho fatto in maniera un po' forzata di ciascuno di loro. En fait, à la sortie du livre, j'ai beaucoup compté sur le niveau d'alphabétisation de mes voisins. J'espérais qu'ils n'allaient pas vraiment comprendre toutes les descriptions et les caricatures de mon livre. E ancora mi salutano, quindi sono convinto che non abbiano letto il libro. Ils continuent à me dire bonjour, donc je suis absolument convaincue qu'ils n'ont pas compris tout à fait ce que j'écris. Sì, loro il silenzio, in realtà nel libro ad un certo punto di fronte ad un orso ucciso a colpi di pistola nei quartieri spagnoli, la soluzione che sembra a portata di mano è che è stata la Camorra, l'organizzazione criminale che controlla questo territorio e che magari ha deciso di dare un segnale con qualche simbolo. Et en fait, oui, donc ce silence, parce que en face de cet ours tué par des coups de pistolet, la solution donnée par le quartier est celui que ça a été la Camorra. La Camorra qui contrôle ces territoires et qui aurait décidé de donner un signe, un signe symbolique. E l'idea che sia stata la Camorra mette tutti un po' tranquilli, rasserena i quartieri spagnoli. Sono tranquilli gli inquirenti, è tranquilla la polizia, è tranquilla la magistratura, ma sono tranquille le persone, perché la Camorra è una spiegazione, ed è una spiegazione tutto sommato comprensibile e che dà sempre la sensazione alla gente comune che alla fine poi la cosa non ti riguardi, ma è una cosa tra loro. Pensando che si possa fare una differenza tra loro e il tra noi. E però la spiegazione della Camorra è una spiegazione rasserenante per tutti. Et le fait que ce soit la Camorra, c'est quelque chose en fait qui tranquillise, qui apaise. Cette explication apaise les policiers, les enquêteurs, la magistrature et aussi les personnes, les gens communs.
Parce que, voilà, si c'est la Camorra, ça veut dire que c'est eux et pas nous. Il y a cette différence qui permet d'apaiser. Voilà, c'est la Camorra et donc il n'y a pas de... Cette solution est apaisante. E invece Tony Perduto non accetta la soluzione facile, quella consolatoria, quella rassicurante, ma si convince che c'è un'altra verità più complessa e quasi controvoglia, così come vive un po' tutta la sua vita, va a cercare quest'altra verità e la trova in un luogo che non casualmente è la Napoli di sotto, la Napoli sotterranea. Tony Perduto n'est pas convaincu, ne croit pas cette solution si simple, si apaisante, et il veut chercher une autre vérité. Et pour trouver sa vérité, il devra chercher et va la trouver dans une Naples souterraine. E tutta questa popolazione un po' lo aiuta nell'indagine, un po' lo porta fuori strada. Ed è il simbolo dell'abbraccio che la grande Napoli popolare fa alle persone che si infilano in questo contesto, che è un abbraccio molto caloroso ma anche molto pericoloso, perché come tutti gli abbracci molto stretti dà calore ma può anche soffocare. E lui viene aiutato e al tempo stesso anche messo fuori strada. Et c'est dans cette recherche, les personnes, la population qui rencontre, en fait, l'aide et en même temps lui fait faire fausse route. Et ça, c'est cette Naples qui embrasse, qui prend dans les bras avec beaucoup de chaleur et en même temps avec un certain danger. Comme tout, quand on embrasse très très fort, on peut aussi rester étouffé. Merci. Quand même, je reviens à l'ours, ce qui paraît une histoire extravagante de trouver un ours mort étalé dans une ruelle de bon matin dans Naples. Est-ce que cette outrance, vous trouvez que cette outrance va bien à Naples? Ce côté un peu outrancier, je sais peut-être pas le bon terme, extravagant. Est-ce que ça correspond bien à Naples? Et puis, l'autre question, c'est pourquoi avoir fait le choix d'un livre qui traite tout cela sous le terme de la comédie plutôt. Sulla stravaganza, io vivo un dramma da sempre, almeno in Italia, cioè quello di a Napoli e lontano da Napoli di sentirmi dire che io non sembro napoletano, e a che io rispondo: perché cosa dovrei fare per sembrare napoletano? Perché sembra, diciamo, un po' forse come all'estero per l'italiano, sembra che il napoletano debba avere delle caratteristiche. Extravagance. Bon, en réalité, moi j'ai vu depuis toujours un drame en Italie. C'est-à-dire de ne pas paraître napolitain. Et souvent, je réponds toujours, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce que je dois faire pour paraître un napolitain? Parce que les napolitains ont des caractéristiques très très précises. Sembra che noi dobbiamo essere tutti un po' allegri, cantare, suonare, abbracciare, toccare, sbracciarci, e fare molto rumore, mangiare continuamente. Io invece considero me stesso, a parte il mangiare che invece come, diciamo, uno di quei napoletani che ci sono e che però si sentono meno perché sono meno rumorosi, che, come li definisce Riccardo Muti, il grande direttore d'orchestra, les Napolitains, ils devraient être les caractéristiques des Napolitains. Ils devraient être tous joyeux, ils devraient chanter, ils devraient jouer un instrument, ils devraient embrasser, ils doivent toucher, gesticuler, ils doivent être bruyants, ils doivent manger.
Et moi, par contre, voilà, je ne suis pas comme ça, à part manger. Et vraiment, voilà, je ne me ressens pas du tout dans ce type des napolitains. Et en fait, comme disait Riccardo Muti, lui definisce se stesso un napoletano teutonico, per dire che è un napoletano del nord. Io mi riconosco in questa definizione un po' ironica, ma che vuole destrutturare uno stereotipo del napoletano, a cui però alcuni napoletani sono molto affezionati. La cosa curiosa è che questa immagine, che secondo me limita molto lo sguardo sulla complessità di questa città, invece è molto amata da alcuni settori della città. Et comme disait Riccardo Muti, chef d'orchestre napolitain, il disait « Je suis un napolitain germanique, un napolitain du Nord ». Et pour moi, c'est pareil. Donc, en fait, on détruit un stéréotype, mais un stéréotype que certaines personnes aiment beaucoup. Et donc, cette image que moi, je trouve très limitative, en fait, elle est très aimée par certains secteurs de la ville. Esistono molti napoletani del nord dentro il cuore della città, e io in questo libro ho provato a raccontarli insieme agli altri, nel senso che il tentativo di raccontare la città di Napoli secondo me può riuscire solo se si riesce a tenere dentro la complessità di questo luogo, che è tante cose insieme, e proprio perché è tanto ed è complesso non è sempre semplice rendere nella sua vastità. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'écrire ces Napolitains du Nord dans le centre et de les faire rencontrer avec les autres Napolitains. Parce que autrement, ce n'est pas facile de pouvoir raconter la complexité d'un lieu si on n'arrive pas à réunir ces différences. Per invece la questione della commedia, del tono umoristico, credo che in questo libro si passi un po' da un tono all'altro, e cioè ci sono alcuni passaggi più comici, più brillanti, altri passaggi più di introspezione, di introversione, e del resto c'è una parte del romanzo che si svolge sulla Napoli illuminata dal sole, dall'umanità vitale, e una parte invece che si inabissa e va nella Napoli di sotto, perché c'è la Napoli sotterranea, che è una Napoli che si sviluppa in grotte, cunicoli, attraversamenti, tunnel, che è la Napoli dove la gente trovava riparo durante la seconda guerra mondiale, nei rifugi, nelle vecchie cisterne romane. E in quella Napoli io però colloco la soluzione del mistero, a dimostrazione che forse la verità su Napoli è più nella parte introspettiva che nella parte che compare. Et en ce qui concerne la comédie, je crois que dans ce livre, on passe d'un ton à l'autre. Il y a une partie qui est comique, une autre qui est plus d'introspection. Et en fait, il y a la Naples qui est illuminée par le soleil, une Naples qui est vitale, et en même temps cette ville souterraine qui est faite de grottes, de tunnels, d'abris où on s'est réfugié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est justement dans cette Naples souterraine qui réside la solution du mystère, parce que je crois que la vérité de Naples peut-être est dans cette vision plus introspective. C'est effectivement, je l'ai dit dès le départ, un livre joyeux et aussi tendre, mais jamais vous n'avez eu envie d'écrire un roman noir. C'est pas votre désir, c'est pas votre culture, ce ne sont pas vos lectures peut-être. Ma io ho un po' paura di definire questo libro un giallo, perché so che esiste un purismo del giallo che deve rispettare, che chiede il rispetto rigoroso di alcune regole,
uno schema, e io invece credo di averle violate quasi tutte, quindi non mi iscrivo al genere solo per questo, anche se lo considero da lettore molto dignitoso e con delle eccellenze. Io lo definisco un romanzo investigativo, che insomma è una formula che, come dire, mi dà la possibilità di stare in uno schema ma anche di violarlo, però c'è un'investigazione e forse, come dire, l'investigazione è un po' la chiave di tutti i romanzi, cioè è la ricerca di una soluzione, no? C'è una domanda e c'è una soluzione e c'è un cammino tra la domanda e la soluzione, e quella ricerca forse è il romanzo in qualche modo sempre. Non, en fait, je le définis pas un polar parce que j'ai beaucoup de respect pour les polars et je crois que les polars doivent suivre des règles, des schémas très précises. Il y a très précis et il y a des excellences dans ces domaines. Et je pense que moi, j'ai transgressé presque toutes les règles du polar. Donc, je le définis plutôt un roman d'enquête et d'investigation, d'enquête, et je rentre justement en partie dans ce schéma-là, et en même temps, cela me permet d'aller au-delà aussi de ce schéma. Je pense en tout cas que l'enquête est une clé qu'on retrouve dans tous les romans, c'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose et à laquelle il faut répondre. Et la recherche de cette solution est justement un chemin qu'on doit parcourir, e je crois que cela è il roman. E non è un giallo perché non c'è una vittima, che, insomma sì, c'è un orso, ma anche diciamo la polizia fatica a definire il capo di imputazione perché non è un omicidio, tutta evidenza. Ce n'est pas un polar parce qu'il n'y a pas de victimes. Oui, il y a un ours, mais même la police a du mal à reconnaître vraiment la cause de ce crime. Non è un omicidio, non si sa nemmeno come procedere, poi si capisce che è stato ucciso a colpi di pistola, quindi almeno gli spari, diciamo, sono una cosa su cui si può indagare. C'è un mistero più che un delitto e soprattutto poi non c'è un colpevole vero, no? Quindi non ci sono i buoni e i cattivi, e c'è un mistero da sciogliere e per sciogliere questo mistero si fa un viaggio in un luogo e nelle persone e alla fine non c'è un investigatore che consegna il cattivo alla legge, ma c'è un uomo pieno di dubbi che prova a trovare una soluzione, a capire le persone e poi anche a lasciarle alla fine andare. Donc ce n'est pas un polar, on a dit, il n'y a pas de victimes, on ne sait pas bien comment procéder, il y a des coups de pistolet, ça oui, donc on peut partir des coups de pistolet, mais il y a plus de mystère en fait que des crimes, parce qu'il n'y a pas de coupables, il n'y a pas de bons et de mauvais, il y a un mystère à résoudre, et pour faire cela, il faut faire un voyage et qui est le roman. Et à ces voyages, la solution n'est pas non plus de trouver qui a commis ce crime. Et celui qui fait le voyage n'est pas non plus un investigateur. En fait, c'est un homme plein de doutes qui essaie de trouver des solutions. Je vous remercie. Je suis désolée. Le marathon continue. Moi, je vous engage vraiment à lire ce livre qui est très attachant. Merci à vous. Surtout, vous ne quittez pas la salle. Et d'autres personnes vont venir sur le plateau.